Bonsoir à toutes et tous. On va laisser les derniers retardataires se connecter. Merci d'être avec nous ce soir pour cette première conférence dans le cadre des élections régionales d'Auvergne-Rhône-Alpes qui se dérouleront les 20 et 27 juin prochains. Merci à vous, Madame Grébert, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diplômée de Sciences Po Lyon, école à laquelle Place au Débat est rattachée, et de l'Institut d'administration des entreprises de Chambéry. Vous avez commencé votre carrière dans la publicité et dans le marketing avant de vous spécialiser dans le conseil, notamment en RSE. En parallèle de ces activités de conseil, vous enseignez également à l'IAE de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes engagé dans la vie politique depuis maintenant une dizaine d'années, plus ou moins, et vous n'êtes d'ailleurs pas issu d'Europe Écologie Les Verts, mais du parti Nouvelle Donne, un parti qui se décrit comme citoyen, progressiste et qui défend un programme humaniste de transformation sociale, mais aussi politique. En 2015, lors des précédentes élections régionales, vous êtes élue conseillère régionale, donc sous l'étiquette du parti Nouvelle Donne, et vous présidez durant votre mandat le groupe Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire à l'Assemblée régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis octobre 2020, vous êtes donc la candidate de la liste qui regroupe Europe Écologie Les Verts, mais aussi le Mouvement des progressistes, Génération, Nouvelle Donne, Place Publique et Génération Écologie. Nous aurons donc l'occasion de revenir en profondeur sur votre projet lors de votre propos introductif, lors des échanges avec le public, mais je vais tout de même me permettre de rappeler quelques-unes des orientations clés de votre campagne. Donc, vous avez par exemple présenté en mars vos propositions pour la jeunesse dans lesquelles vous appelez entre autres à la création d'un revenu d'autonomie pour l'ensemble des jeunes de 18-25 ans vivant sous le seuil de la pauvreté, ou encore à la création d'un fonds d'urgence de la région résiliente et solidaire afin de prendre en charge les loyers impayés suite à une perte d'emploi étudiant. Pour les transports, une des compétences clés des régions, vous plaidez pour la réouverture de nombreuses lignes ferroviaires désaffectées à travers la région, tout en vous opposant à de nouveaux projets routiers, mais aussi en vous opposant au projet de liaison ferroviaire entre Lyon et Turin en Italie. Dans le registre énergétique, vous appelez à la fermeture des centrales nucléaires vieilles de plus de 40 ans d'ici 2024. Vous souhaitez également multiplier par 6 le nombre de logements rénovés par an d'ici 2027, tout en rénovant le parc mobilier régional et en privilégiant l'éco-construction pour de nouveaux bâtiments publics. Voilà quelques lignes volontairement très succinctes sur votre parcours et votre projet. Je vais vous laisser la parole pour compléter et approfondir mes propos. Pour guider votre présentation, je vais vous poser une question, peut-être un peu large. À quoi ressemblerait la région présidée par Fabienne Grébert? Je vous remercie et je vous laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Je vais me permettre de repréciser deux, trois petites choses. Je ne suis pas diplômée de l'IAE Chambéry, j'y enseigne. J'ai en charge un master marketing en apprentissage avec une forte connotation marketing responsable, compte tenu de mon parcours de consultante en RSE. J'ai repris, par contre, je suis diplômée de l'université Pierre Mendès France à Grenoble, où j'ai suivi un 3e cycle de management psychologique des organisations. Et aujourd'hui, je suis non encartée. J'ai fait partie de Nouvelle Donne à un moment donné, mais j'ai choisi de participer à la création d'un collectif citoyen à Annecy en 2018. Ce collectif citoyen s'est associé au Vert, au PS et a fait une union plus large au 2e tour des élections municipales. Et je suis aussi une des artisanes de la victoire d'un maire écologiste à Annecy, qui jamais la ville d'Annecy n'avait connu un maire de gauche écologiste au pouvoir. Et nous avons travaillé dans ce sujet-là. Et c'est, je dirais, ce succès qui m'a donné envie de proposer ma candidature au pôle écologiste, c'est de se dire ce qui semblait impossible à Annecy, on l'a fait. Et je me suis dit, si on l'a fait à Annecy, on va réintégrer ces pratiques de renouveau démocratique dans le cadre du pôle écologiste. Effectivement,
Je représente 4000 signataires. Vous avez fait référence de manière tout à fait juste aux différentes formations politiques qui nous ont rejoints, mais on a aussi beaucoup de non-encartés, des simples citoyens qui se sentent une expertise d'usage, qui ont envie de participer au projet. On a près de 500 personnes qui ont participé au groupe de travail. Et j'ai été formée, moi, je me suis formée dans le cadre de mon métier de consultante aux pratiques d'intelligence collective. Je les ai pratiquées aussi dans le cadre de l'animation de ce collectif citoyen, dans des logiques de démocratie participative. Et je suis très attachée à ces questions-là dans le cadre de la région. Je suis attachée aussi dans le cadre de cette campagne. Je vois que Louis Desrameaux, Arnaud sont là et sont mes coéquipiers dans cette aventure de campagne électorale. Ils pourront témoigner du travail qu'on mène pour avoir des débats objectifs, viser les prises de décision par consentement, en tout cas mettre en place ces démarches d'intelligence collective autant que faire se peut. Voilà. Pour ces petits rectificatifs. Alors, concernant effectivement notre projet, l'écologie aujourd'hui, elle a, je dirais, une ambition pour la région, pour répondre à la question que vous m'avez posée, à quoi pourrait ressembler une région qui est présidée par Fabienne Grébert. La région que je pourrais présider, c'est une région d'abord qui aurait une politique cohérente, pragmatique, avec des élus qui ne mettent pas la tête dans le sac, mais qui sont prêts à faire face aux enjeux majeurs de ce 21e siècle. Ces enjeux majeurs, quels sont-ils? On vient de subir une crise sanitaire inédite depuis plus d'un siècle à l'échelle de l'humanité. La dernière, c'était la grippe espagnole et les échanges mondiaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Cette crise sanitaire se double d'une crise économique et elle reflète aussi l'impréparation de nos gouvernements successifs et qui n'ont pas fait face à ce risque de pandémie et qui ont même tardé à avancer dans le traitement de cette pandémie. Et on se retrouve aujourd'hui avec une population qui a peur de la maladie, qui a peur de perdre les siens, qui a peur du chômage, qui a peur de son voisin. Et face à ça, nous entendons toutes ces peurs. Nous les prenons, nous les embrassons, nous sommes tout oui par rapport à ça. Mais nous souhaitons nous proposer un autre modèle de société. Nous souhaitons proposer une vision d'une région qui est beaucoup plus ouverte, d'une région qui affronte les défis du 21e siècle, une région qui crée des emplois de proximité et une région qui utilise la transition écologique comme un élément de confiance en l'avenir, comme un élément qui peut créer des emplois, comme un élément qui peut participer à la qualité de vie et comme un élément qui peut contribuer à l'attractivité de notre région et à la compétitivité des entreprises. Et je vais peut-être vous expliquer quels sont nos principes, qu'est-ce qui peut régir cette région et comment peut-on s'y prendre. La première des choses, c'est qu'il faut effectivement accompagner cette transition écologique. Moi, c'est ce qui m'a amenée à faire de la politique, si vous voulez. J'aurais pu très bien rester consultante, mais je faisais le constat dans les entreprises que j'accompagnais qu'il y avait une volonté de faire cette transition écologique, mais qu'elle s'affrontait régulièrement à des contraintes économiques, de dire bah oui, ça coûte plus cher, ou la réglementation n'est pas suffisamment adaptée, ou il nous manque un accompagnement pour passer à un effet industriel. Bref, toute une série d'actions et ça m'a convaincue de me lancer en politique en disant de toute façon, il faut une coopération beaucoup plus large entre les collectivités territoriales, les entreprises, le secteur associatif, les citoyens. On ne peut plus raisonner en silo. Donc, ce à quoi nous croyons, c'est un grand plan d'investissement massif sur la transition écologique. Nous sommes, compte tenu des politiques publiques et des compétences de la région, peut-être faut-il le rappeler, les compétences de la région, ça me semble important de refaire ce point, ce panorama. C'est quoi? C'est l'aménagement du territoire, c'est l'économie, c'est la culture,
c'est les transports, c'est les lycées, c'est la formation professionnelle, c'est l'aménagement du territoire, je vous l'ai dit, ça peut être la politique de la ville, ça peut être parce que tout le monde n'a pas forcément ces délégations-là. C'est bien évidemment la protection de l'environnement et le développement des énergies renouvelables. Nous avons là un champ important pour accompagner cette transition écologique. Et c'est l'agriculture aussi, j'ai oublié un élément fondamental. Nous considérons que si nous investissons massivement, et nous avons prévu d'investir 3,6 milliards d'euros uniquement sur ces sujets-là, si nous investissons massivement sur le transport, sur la rénovation énergétique, sur l'alimentation et sur la transition écologique des entreprises, nous sommes susceptibles de travailler sur 80% des émissions de gaz à effet de serre et de traiter 80% des émissions de gaz à effet de serre. Et ce que nous considérons, c'est que nous sommes aujourd'hui comptables de l'argent public. Aujourd'hui, on a beaucoup évalué les politiques publiques juste à l'aune de leurs coûts. Qu'est-ce que ça coûte? Ah ben, on va réduire le train de vie de l'État, on va réduire le train de vie des collectivités territoriales. C'est un petit peu le refrain qu'on nous donne à chaque fois. Et nous considérons qu'il faut travailler plutôt sur la création de valeur. Qu'est-ce qui reste sur le territoire? Et ce qui doit prévaloir, c'est d'avoir des politiques publiques qui sont bonnes pour l'environnement, bonnes pour l'économie de proximité, bonnes pour l'emploi local et bonnes pour la qualité de vie de manière générale. Et que c'est à ces conditions-là qu'on doit pouvoir évaluer des politiques publiques. C'est fondamental parce qu'on le sait, l'argent magique est tombé à flot depuis un an. Et on va nous sonner la petite musique de la dette là qu'il va falloir rembourser. Et le risque est effectivement qu'on ait des finances publiques qui soient tendues. Donc, nous sommes redevables et nous devons avoir des politiques qui soient au service de ces 3 critères de valeur. De l'argent qui reste sur le territoire, des emplois et une protection de l'environnement. Il faut qu'on arrête de continuer comme si l'environnement n'était pas un problème et qu'on soit dans une situation de réparer les dégâts une fois que c'est fait. Des dégâts liés au dérèglement climatique, des dégâts liés aux pénuries de ressources en eau. On travaille, enfin, à la région, on dépense des centaines de millions d'euros chaque année en indemnisation d'agriculteurs sur des phénomènes climatiques qu'on doit réparer. Ce n'est plus tenable. Donc, ce que nous allons faire, c'est investir sur un grand plan, 1,5 milliard d'euros sur le transport ferroviaire, 450 millions d'euros sur le transport à vélo, et notamment, c'est aussi une façon de toucher aussi les territoires ruraux. On ne peut pas garder des territoires ruraux et dont on dit aux habitants, bah, vous n'avez que votre voiture pour vous déplacer, débrouillez-vous et faites 50 km pour aller travailler tous les matins. Je pense que ça ne réjouit personne. Et donc, nous devons aussi avoir une politique d'aménagement du territoire qui permette de créer ce qu'on appelle les villes du quart d'heure ou les villages du quart d'heure, où on se dit, dans un rayon d'un quart d'heure, on a de quoi se loger, trouver un travail, se cultiver, se soigner, s'éduquer, se distraire, et toutes les activités qui sont nécessaires au lien social. Deuxième pan, c'est l'alimentation. On a, à l'échelle de notre région, de quoi nourrir nos 8 millions d'habitants. Des abricots de la Drôme au Cantal, aux reblochons de Haute-Savoie, aux vaches pour l'élevage. On a de quoi produire, transformer, distribuer une alimentation de proximité et de travailler sur une alimentation bio, éthique et locale. Et notamment, nous avons un effet de levier formidable à travers la restauration collective et les alimentations bio de nos lycées. Donc, nous devons travailler sur ce sujet. Troisième volet, la rénovation énergétique. Là, nous avons à structurer véritablement les services publics de l'énergie, les anciens espaces info-énergie, pour qu'on travaille beaucoup mieux les dossiers. Si vous voulez, aujourd'hui, un dossier sur 2 échoue.
parce que les dossiers ne sont pas bien préparés, parce que les agences dans les différents départements n'ont pas de visibilité, n'ont pas embauché suffisamment de monde pour faire du conseil auprès des particuliers. Il y a un vrai travail. Et puis, il manque d'une offre. On n'a aujourd'hui pas suffisamment de couvreurs, de charpentiers, de menuisiers. Il faut qu'on forme à ces métiers d'avenir. C'est extrêmement compliqué. Peut-être certains en ont déjà fait les frais. On a besoin d'avoir des ouvriers, enfin des gens, des artisans qui soient capables de faire de la rénovation énergétique. On en manque aujourd'hui sur nos territoires. Rénovation énergétique. Et puis, quatrième point, transition écologique des entreprises. Moi, je rencontre des chefs d'entreprise dans ma campagne. Je me dis, tout est là. En fait, tout est là. Il suffit d'impulser ces activités. Du textile, près de Roanne, où on m'explique que 90% des émissions de gaz à effet de serre liées au textile peuvent être diminuées si on relocalise la production, si on travaille avec des fils recyclés, si on rationalise la chaîne d'approvisionnement. Bon, eh bien faisons-le. Utilisons tous ces leviers. Donc, vous voyez, là, il y a un vrai plan. Et nous, notre parti pris écologiste, c'est de dire, conditionnons nos aides. On arrête de donner de l'argent sans condition. On va conditionner nos aides sur des critères environnementaux, sociaux, d'économie locale. On va bonifier nos aides. On va plus financer la réhabilitation d'immeubles, de bâtiments, plutôt que la construction, parce qu'on veut viser un zéro artificialisation nette. Parce que si on veut continuer à vivre dans des espaces avec des espaces naturels, avec des forêts, avec des espaces agricoles pour manger une alimentation locale, on ne peut pas continuer à créer des zones industrielles partout et sans se donner un peu de contraintes pour plutôt utiliser des friches industrielles, réhabiliter des immeubles, etc., plutôt que de toujours s'étendre comme si on avait 4 planètes. C'est plus jouable. Donc ça, c'est un point important de notre projet. Le deuxième projet, vous y avez fait allusion, on a abandonné notre jeunesse, et j'en suis bien désolée. Moi-même qui donne aussi des cours face à des écrans noirs, c'est pas marrant pour les profs et c'est pas marrant pour vous non plus. Je suis bien consciente que c'est difficile pour vous. Je le vois avec mes étudiants aussi, parce que j'enseigne encore à l'IAE. Et on a une anomalie en France, c'est qu'on a des minima sociaux qui ne sont ouverts qu'à partir de 25 ans. Alors on se dit, si l'État ne fait pas le boulot, si le département ne fait pas le boulot, nous, on va le faire. Alors, on ne va pas le faire tout seul, on va le faire avec des territoires qui ont envie de s'engager à nos côtés. Il y a des territoires qui ne nous ont pas attendus, comme la métropole, qui commencent déjà à le faire. Ce revenu d'autonomie, il est déjà ouvert à tous les étudiants qui sont, enfin en tout cas à tous les jeunes qui en ont besoin. Mais je vais le faire, nous allons le faire avec les collectivités territoriales et penser à un plan d'urgence jeunesse qui soit spécifique, si vous voulez, en fonction des spécificités du territoire. On sait que par exemple à Lyon, on a besoin de résidences étudiantes, c'est peut-être pas le même problème à Aubenas. Par contre, on a peut-être des problèmes de transport, on a peut-être des problèmes de santé, donc c'est de formation professionnelle. Donc il faut qu'on contractualise avec les territoires sur des plans spécifiques jeunesse aussi sur ces thématiques-là. Et puis il y a un troisième point qui me semble important, c'est la montagne. Ça ne paraît pas, mais 60% de notre territoire en Auvergne-Rhône-Alpes est un territoire de montagne. Et vous savez peut-être, ou vous savez peut-être pas, est-ce que vous savez combien de pourcentage de cette montagne on exploite aujourd'hui? Allez, vous tentez un petit chat 4%. 4%. Ouais, c'est à peu près ça, c'est 2% aujourd'hui qui sont exploités pour les stations de ski. Donc, c'est très, très peu. Et du coup, on se dit que, OK, il y a une industrie du ski, elle va continuer à vivre, plus particulièrement dans des stations plutôt de plus haute altitude. Cette industrie du ski, elle va reposer sur des infrastructures toujours plus gourmandes en eau, toujours plus gourmandes d'espaces naturels.
avec une clientèle qui va être de plus en plus aisée, parce que comme c'est une industrie, le ski, avec fort gourmande en infrastructure, bah, les forfaits vont être de plus en plus chers. Déjà aujourd'hui, il n'y a plus que 7% des Français qui font du ski. Donc, on va avoir cette clientèle internationale qui va aller faire du ski l'hiver et peut-être du golf l'été, et qui va zapper, qui ira un jour à Tignes, le lendemain au Pérou, dans l'Himalaya, etc. OK, ça continue à exister. Ou c'est aussi d'une clientèle européenne, bien évidemment. Aujourd'hui, ne nous leurrons pas, on a beaucoup de clientèle européenne dans les stations de ski françaises. Mais on doit parallèlement organiser d'autres formes de tourisme pour les montagnes et même dans les plaines, mais d'abord dans les montagnes, de se dire, en fait, les stations de moyenne montagne, il faut qu'on les accompagne dans leur mutation. Il faut qu'on les aide. D'abord à créer des activités qui marchent toute l'année. Ça peut être autour de la rénovation de ce qu'on appelle les lits froids, c'est-à-dire les lits qui sont vides 10 mois par an. Et là, on a peut-être des activités à créer en termes de coworking, en termes de tiers-lieux, des activités tertiaires, parce que je crois que là, on le voit, on assiste à une mutation des formes d'organisation du travail. On a pris l'habitude de travailler à distance. Et puis, ça va être sympa, quand il y aura des canicules, d'aller vivre en montagne. Et puis, il y a des complémentarités à trouver avec les stations, enfin les plaines. Moi, je vis à Annecy et je vois bien toutes les synergies possibles avec nos stations villages, la Clusaz, le Grand Bornand, autour du pastoralisme, des produits de terroir, de l'artisanat, qui peuvent être créés. Donc là, on a un vrai levier, à la fois pour créer des activités touristiques toute l'année, et puis développer des offres de ce qu'on appelle le tourisme diffus, c'est-à-dire des micro-offres qui permettent de là d'aller découvrir un espace naturel incroyable, de l'autre de découvrir un petit village, une offre gastronomique ici ou là, des offres qui vont concerner beaucoup plus de potentiels touristes, mais qui vont être moins chères, plus accessibles. Donc c'est ça l'enjeu qu'on a à recréer autour de la montagne. Et puis, avant que vous ne me coupiez le sifflet pour laisser la place à nos échanges, il y a un dernier point que sur lequel j'aimerais attirer votre attention, parce que bien évidemment, le programme, vous allez le découvrir sur notre site, est très, très riche, mais c'est le renouveau démocratique et l'exigence de transparence. Vous l'avez vu à travers la Convention citoyenne pour le climat qui a été organisée à l'initiative d'Emmanuel Macron. Les citoyens sont malins, les citoyens sont intelligents. Nous sommes tous intelligents et nous sommes tous capables de gérer nos biens communs. Dès lors que nous avons une réflexion éclairée, dès lors que nous sommes informés, documentés, que nous conjuguons notre travail entre les scientifiques et les citoyens, tout le monde est capable de gérer ses biens communs et l'espace public. Et moi, je n'entends pas gouverner seul. J'entends aussi prendre des décisions, bien évidemment, avec un exécutif pluriel. On ne gagnera pas la région sans avoir une union des écologistes et de toutes les gauches. Mais au-delà de ça, de travailler avec les citoyens, avec ce qu'on appelle les parties prenantes dans le jargon du développement durable. Et je voudrais qu'on organise une convention citoyenne pour la transition écologique, parce que les enjeux sont tels qu'ils nécessitent que nous collaborions ensemble à quelle est la vie que nous avons envie d'avoir sur la région Rhône-Alpes. À quoi nous sommes prêts à renoncer? À quoi nous ne sommes pas prêts à renoncer? Qu'est-ce que nous voulons vraiment comme modèle de vie? Et je crois que c'est fondamental de travailler avec les collectivités territoriales, avec les entreprises, avec les associations, pour organiser ce changement de modèle, ce changement de paradigme, et faire en sorte que nous répondions aux besoins essentiels de la population. Je crois que si nos concitoyens désertent les urnes aujourd'hui, c'est parce que, à force de dire qu'on est là pour la compétitivité internationale, pour faire la région la plus décarbonée du monde, la Silicon Valley européenne, on a oublié aussi de se dire, mais en fait, on est quand même là pour faire le bien des gens, non?
On est quand même là pour la vie de Nathan, de Paul, de Quentin, de Camille, de vous tous. Et essayez, c'est ça notre job d'élu, c'est ça le job d'un politique. Et je crois que ça nécessite effectivement d'en reparler, de co-construire les politiques publiques, de définir ensemble des objectifs, des indicateurs de suivi et d'être capable d'affronter en toute transparence les résultats et de réorienter nos politiques publiques si besoin y est. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire en quelques minutes et je suis à votre disposition pour recueillir vos impressions, votre ressenti, vos questions et aller plus loin dans l'échange. Je vous remercie, Madame Grébert, pour votre présentation. Je vais me permettre de rappeler aux participants que s'ils souhaitent poser des questions, intervenir ou débattre avec vous, ils peuvent lever la main à l'aide de l'outil qui se situe en bas de leur écran. Vous pouvez également poser des questions dans le chat et nous les relayerons. Je vais revenir sur un point dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est l'alimentation. J'aimerais savoir comment vous imaginez en fait cette transition un petit peu au niveau de l'alimentation, vos objectifs en termes de bio, comment réussir à faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes un circuit court. Je voudrais aussi savoir ce que vous pensez des initiatives comme les vergers urbains qui se sont développés depuis longtemps, mais qui a pu mettre en place notamment Grégory Doucet à Lyon. Voilà, en termes d'alimentation. Alors, plusieurs choses sur l'alimentation. D'abord, si on veut nourrir tous les habitants de cette région, il faut arrêter de sacrifier des exploitations agricoles et faire en sorte qu'elles soient transmises. Or, aujourd'hui, on a la moitié des exploitations agricoles qui sont à des agriculteurs qui vont partir à la retraite là, dans les 10 ans qui viennent. Donc, il y a urgence. Et la tentation pour un paysan aujourd'hui, c'est de vendre ses terres, de vendre sa ferme, parce que ça va faire sa retraite. Donc là, c'est compliqué. Donc, ce que l'on doit, c'est accompagner très en amont la mutation de ces fermes, de ces fermes pour préparer tout cela. Et du coup, organiser, je dirais, il y a un double enjeu. Il y a faciliter la transmission, et quand c'est transmis, limiter l'agrandissement des exploitations. Parce que sinon, on repart dans un modèle intensif qui n'est pas celui auquel aspirent les Français. On a besoin de développer des circuits courts, de savoir ce qu'on mange, de savoir ce qu'on a dans notre assiette, d'avoir un peu de traçabilité. Donc ça, préservation du foncier, c'est un premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est de raisonner filière et de se dire, il faut qu'on produise, qu'on transforme et qu'on distribue au plus près du consommateur. Ça veut dire qu'il faut qu'on organise la structuration des filières. Moi, je vois à Annecy, il y a une filière blé qui est en train de se mettre en place. On travaille avec les collectivités, par exemple, pour développer un moulin pour qu'on fasse de la farine, qu'elle puisse être commercialisée dans les biocoop du coin, etc. Et le troisième enjeu, c'est d'organiser la commande publique de manière à garantir des approvisionnements aux paysans. Là, on sait que nous, on a 576 lycées en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça représente quelques centaines de milliers de lycéens. Bon, nous, si on dit priorité à des produits locaux, on met un indice carbone, etc. On organise des formations de nos cuisiniers, de nos acheteurs pour développer les achats, les protéines végétales, etc. On a tout un levier de transformation. Et si on ajoute à ça l'effet de levier de la métropole, de la ville, de Grenoble, d'Annecy, etc., croyez-moi, je suis sûre que nos agriculteurs seront plus contents de vendre à la commande publique plutôt que d'aller vendre en Pologne ou je ne sais où, avec les frais de port, etc. Nous avons un vrai effet d'accompagnement sur la commande publique. Et puis, bien évidemment, il y a aussi un volet, c'est la sensibilisation à une alimentation de qualité. Ça, c'est tout le volet aussi éducation populaire, sur lequel nous avons un rôle à jouer dans cette région.
Merci pour votre première réponse. Moi, je voudrais vous poser une autre question sur et je vais Paul a levé la main, on lui donnera la parole juste après, sur l'énergie. Vous avez parlé d'énergie renouvelable. Du coup, j'aurais aimé savoir d'abord si vous pouvez faire un petit diagnostic et nous donner votre avis sur le déploiement des énergies renouvelables dans la région pour l'instant. Et quels sont vos objectifs qu'est-ce qui est réalisable selon vous durant le mandat? Et aussi, du coup, on a reçu pas mal de questions sur le nucléaire. Savoir quelle est votre position. Nathan l'a rappelé, mais si vous pouvez la développer un petit peu, sachant que ça peut poser des problèmes aussi avec les élus locaux. Oui. Alors, sur le nucléaire, d'abord, un petit aparté. Nous, on n'a pas dit qu'il fallait supprimer le nucléaire d'ici 2024, parce qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas très réaliste de se dire ça. Par contre, on sait qu'on a un problème de sécurité sur le nucléaire. Vous étiez très jeune quand Fukushima a eu lieu, mais moi, je me rappelle entendre le directeur de l'Agence nationale de sécurité nucléaire dire la question, ce n'est plus, c'était un article de Libé, je crois, qui titrait la question n'est plus de savoir si la France va connaître un accident nucléaire, la question est de savoir quand la France va connaître un accident nucléaire. Et moi, ça m'avait glacé le sang. Et ça me glace toujours le sang parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à ça quand je passe dans la vallée du Rhône. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ça quand je rencontre mes collègues genevois. Vous savez qu'on est en contentieux avec l'État de Genève parce que l'État de Genève en Suisse a attaqué l'État français parce qu'il considère qu'il met en insécurité la population de Genève liée à l'état de la centrale du budget. Et puis, bien évidemment, chez les écolos, vous le savez, il y a un certain nombre de militants qui sont antinucléaires et qui travaillent très, très bien le sujet. Et on a porté des amendements là, dans le mandat avec lequel avec ma collègue notamment Florence Serbaille, qui est conseillère régionale avec moi, où là aussi, ça me faisait froid dans le dos parce que dans les zones de 80 km autour des centrales nucléaires, on n'avait pas forcément des points d'eau et des toilettes publiques dans les lycées si nous devions être confinés. Et je me dis quand même, là, la sécurité des populations, je considère que ça, c'est le boulot de la région et que nous devons, par contre, sécuriser nos lycées, surtout dans ces zones-là. Donc ça, c'est un premier point moi, qui me touche beaucoup, c'est d'assurer la sécurité des populations face au risque nucléaire et de nous préparer, d'anticiper ce genre de choses. Par contre, je ne pense pas qu'on puisse parler des énergies renouvelables si nous ne mettons pas en évidence la question de la sobriété énergétique. Ça me semble fondamental si nous voulons atteindre des performances en termes d'énergie renouvelable. Nous n'y arriverons pas sans penser sobriété énergétique, sans imaginer des logements beaucoup plus performants, sans imaginer la question des transports et du développement du transport ferroviaire, sans imaginer des pratiques d'économie circulaire, de réemploi, de réparation, qui soient moins gourmandes en carbone, parce qu'on parle de l'énergie nucléaire comme une énergie décarbonée, mais elle est loin d'être décarbonée, compte tenu des impacts liés à sa construction. Et si nous devons rassurer les élus locaux, sachez-le aussi, les nouveaux EPR sont bien moins intenses en emploi que l'étaient les anciennes industries nucléaires. Et si nous devons implanter un nouvel EPR à Trécastin, il emploiera 10 fois moins d'employés que ne l'emploie aujourd'hui notre bonne vieille centrale. Donc aujourd'hui, les questions que nous devons nous poser, c'est sécuriser nos établissements publics autour des centrales, 2, nous poser la question de tout ce qui peut permettre une sobriété énergétique dans nos modes d'organisation spatiaux, dans nos déplacements, dans la rénovation énergétique. Et 3, effectivement, développer un mix énergétique le plus large possible. Et j'ai envie de dire, c'est comme dans la nature, c'est comme dans les écosystèmes, nous allons faire avec ce qui est là. S'il y a du vent, faisons avec le vent. S'il y a du soleil, faisons avec le soleil. S'il y a de l'eau, faisons avec de l'eau. S'il y a des installations de gaz naturel, faisons avec du bio-GNV.
S'il y a des forêts, faisons avec le bois. Et la diversité fera que nous avons un mix énergétique équilibré. Et peut-être juste pour rebondir là-dessus, comment est-ce que vous jugez du coup c'est ce qui a été fait durant les 5 dernières années sur les énergies renouvelables, et est-ce qu'il y a par exemple des types d'accompagnement ou d'aide qui vous semblent importants à privilégier pour l'installation de renouvelables chez les particuliers, ou que ce soit des projets plus importants par leur taille? Je consultais là une plaquette du syndicat des énergies renouvelables là, que je vais rencontrer demain, aujourd'hui, et le bilan qui a été fait, il est quasi nul, hein. Le solaire n'a pas augmenté, l'éolien n'a pas augmenté, la biomasse n'a pas augmenté. Ce qui a augmenté, c'est le bio-GNV avec un développement de la méthanisation. Donc, oui, on peut continuer effectivement de la méthanisation à travers le bio-GNV. La méthanisation, hein, c'est ce qui est lié aux déchets organiques, aux fermes. Donc, il y a des leviers d'amélioration, mais ça coûte quand même très, très cher, hein. On endette beaucoup les paysans autour de ça. Il faut en être conscient. Et le coût par rapport au kilowatt produit n'est pas forcément le plus efficace. Mais on continuera à investir là-dessus. Moi, je crois aussi beaucoup à l'accompagnement qu'on peut avoir avec les collectivités territoriales. Aujourd'hui, il y a plein de toits à créer. Il faut faciliter le développement de l'énergie solaire sur tous les nouveaux bâtiments et même sur les anciens. Il faut qu'on accompagne ça. Que ce soit sur les toits des églises, que ce soit sur le toit des bâtiments publics. Là, pour le coup, il faut qu'on bonifie des aides quand on rénove une mairie ou quand on rénove une salle des fêtes, et de se dire, là, on va donner plus si vous développez des énergies renouvelables et on donnera moins si vous ne le faites pas. Merci beaucoup. Paul, je vais te laisser ouvrir ton micro si tu veux poser ta question. Me voilà, donc merci beaucoup. Donc bonjour madame, je souhaiterais vous poser une question concernant les milieux agricoles, notamment si votre liste remportait la majorité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, quelle serait votre réponse face aux inquiétudes, voire les résistances de milieux agricoles suite à la mise en application d'un programme écologiste? Et je vous pose cette question car récemment le maire de Lyon, Grégory Doucet, a dû se justifier publiquement de son choix d'introduire des menus sans viande au sein de cantines scolaires, bien que ce soit cela pour des raisons sanitaires. Et je serais intéressé par votre avis par rapport à ce type de situation. Merci beaucoup. Bon, merci. Bon, vous savez probablement que cette démarche d'écolo-bashing était organisée par l'État, hein. La mesure avait été déjà mise en place l'an dernier par Gérard Collomb, sans coup férir et sans que ça ne pose de problème à personne. Et là, paf, un écolo la remet en place, et là, on monte le sujet en épingle. Donc, soyons vigilants. Moi, écoutez, j'ai eu l'occasion de débattre, et ça va m'arriver encore là dans le courant du mois de juin avec des agriculteurs, mais j'ai eu une première rencontre avec le Conseil français de l'agriculture. Je ne crois pas qu'ils m'ont jeté des cailloux, hein. Ils ont plutôt été sympathiques, attentifs. D'abord parce que, là encore, cette démarche de filière me semble être propice à développer des revenus pour les agriculteurs. Moi, j'ai rencontré une coopérative de fromagers, à titre d'exemple, à Saint-Didier-sur-Coise, où c'est typiquement le type de projet qu'on pourrait financer. Des agriculteurs qui s'affranchissent de la vente de lait, qui font des fromages, qui donc développent une fruitière, qui apprennent le métier d'affineur, qui apprennent le métier de commercialisation et qui travaillent par exemple avec la ville de Lyon pour leurs yaourts, pour les fromages, et ça marche bien. Ils tirent un revenu beaucoup plus important aujourd'hui d'une activité de ce type-là, qui est totalement intégrée. Moi, je suis tout à fait favorable au développement d'une filière pour une viande, une filière pour des viandes éthiques et responsables qui respectent le bien-être animal, qui s'affranchissent d'un certain nombre de traitements antibiotiques, etc. On a un vrai levier. On importe de la viande d'Espagne, de Pologne, alors qu'on a tout sur place. Déjà, faire un programme, accepter un programme écologique, c'est pour un éleveur avoir beaucoup plus de garanties que son approvisionnement sera écoulé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Je vais donner la parole à Julien aussi, qui a
levé sa main, Julien. Je te laisse ouvrir Oui. ton micro. Oui, bonjour. Je mets la vidéo aussi. Ça sera plus. C'est pas pour vous. Ça marche pas. Parfait. Tant pis. Si, Du coup, ça moi, marche. ça marche? Très bien. Mhm. Du coup, moi, ma question, c'était concernant la ligne de chemin de fer Lyon-Turin. Donc, Nathan en a parlé. C'est un des gros enjeux de la campagne. Et donc, Nathan l'a dit, c'est un point sur lequel vous opposez. Et je trouve que c'est assez paradoxal, puisque pour une liste écologique, il a développé le train. Du coup, ma question, c'est pourquoi s'y opposer, puisque c'est un projet qui permettrait d'une part de gagner du temps sur faire les liaisons ferroviaires, d'autre part de consommer moins d'énergie que le dispositif actuel, qui est à savoir, il y a énormément de camions dans les vallées et des lignes de chemin de fer qui existent, mais qui sont très peu compétitives, puisqu'elles sont extrêmement énergivores. Parfois, il faut mettre 2-3 locomotives pour faire avancer les convois, etc. Et donc, il y a cette solution qui permettrait de consommer moins d'énergie, d'avoir un moindre impact au sol, etc. Donc, voilà, c'est ça ma question. Pourquoi s'y opposer? Et puis, du coup, une deuxième question un peu politique à laquelle, voilà, c'est un des points majeurs qui vous oppose à Najat Vallaud-Belkacem, qui, elle, est en faveur. Est-ce que c'est un des points qui fait que vous ne pouvez pas construire de liste commune? Est-ce que c'est là-dessus que le point d'achoppement entre vous? Voilà. D'accord. Je vais vous répondre sur les deux. Bon, déjà, quand le Lyon-Turin sera en service, ce sera pas au mieux en 2015 et probablement plus probablement en 2040. Moi, en 2040, j'aurai 75 ans. Et on va encore polluer les vallées alpines pendant 20 ans en attendant le Lyon-Turin. Donc moi, je ne me sens pas, en tant que politique, d'aller dire aux gens de la vallée de l'Arve, écoutez, soyez patients, attendez encore 20 ans et vous verrez dans 20 ans, vous n'aurez plus de poids lourds dans votre vallée. Très sincèrement, du fond du cœur, je ne me le sens pas. J'ai eu un fils qui a eu des bronchiolites à Annecy quand il était tout petit. Il y a plein de gamins qui ont des maladies pulmonaires. Il y a 70 personnes qui meurent de la qualité de l'air, de la mauvaise qualité de l'air dans la vallée de l'Arve chaque année. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que le trafic routier qui les font mourir. Mais quand même, moi, je ne me sens pas de dire ça. Et je ne me sens d'autant pas que ce projet coûte quand même la bagatelle de 26 milliards d'euros. Que ce projet, aujourd'hui, avec 26 milliards d'euros, c'est la Cour des comptes qui le dit, ce n'est pas moi. Moi, je regardais les rapports de la Cour des comptes, c'est 26 milliards avec les accès au Lyon-Turin. Et si j'étais convaincue qu'une infrastructure pouvait résoudre tous les problèmes du ferroviaire, bon, pourquoi pas, mais 26 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, le tunnel sous la Manche, ça avait coûté 11 milliards d'euros et ça reliait quand même Paris à Londres. Là, on est sur une infrastructure qui relie de capitales, mais ce n'est pas des capitales, c'est des capitales secondaires, Lyon et Turin. Et à une époque où à Lyon, on avait encore Iveco, Renault Trucks, etc., et où à Turin, on avait encore une industrie avec Fiat et l'automobile qui était florissante. Donc moi, j'ai un doute là sur l'évolution croissante du trafic. Et j'ai envie de dire, OK, allez, disons, on ne peut pas s'en passer de Lyon-Turin. Sauf que là, aujourd'hui, on aurait quand même la possibilité de faire du transport ferroviaire et de mettre du fait ferroviaire tout de suite. Faisons-le. Vous avez sur la ligne entre Dijon et Modane, en 2000, passait 200 trains par jour. 200 trains. On a mis 1 milliard d'investissements déjà sur cette ligne. Vous savez combien de trains passent aujourd'hui? 120. 120 trains. Donc, mettons déjà les 80 qui manquent là, frais de ferroviaire. Mais pour ça, il faut construire une offre effective, à un bon tarif, avec un vrai service. Ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Et ce que pourraient attendre les transporteurs routiers. Donc, commençons déjà par ça. Moi, je me sentirais à l'aise pour dire, allez, bon coup, il nous faut le Lyon-Turin le jour où cette ligne sera saturée. Mais comme là, si on fait cette ligne, si on met en place cette offre, peut-être que ça justifiera un peu moins de mettre 26 milliards. Et moi, les 26 milliards d'euros, j'aimerais mieux les mettre là, dans les lignes du quotidien. J'aimerais mieux les mettre là, sur du report modal, sur du fret ferroviaire, ici et maintenant. J'aimerais bien les mettre sur un RER savoyard, sur une ligne Annecy-Lyon qui ne met pas 2h15 ou 2h45 avec 2 changements, parce que c'est ça l'offre ferroviaire aujourd'hui sur ce genre de choses. Et tout ça permettrait aujourd'hui, de diminuer
rapidement, très vite la qualité de l'air, d'améliorer très vite la qualité de l'air, d'améliorer le pouvoir d'achat des gens, de leur offrir la possibilité de laisser une voiture dans leur garage, voilà, et d'être de véritables alternatives qui répondent à la fois à des enjeux de pouvoir d'achat, de qualité de l'air, de protection de l'environnement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La question du dérèglement climatique, elle est urgente maintenant, elle ne peut pas attendre 2040. Voilà pourquoi. Alors, pour répondre à la deuxième question que vous m'évoquez, est-ce que c'est ça qui a fait, qui a été mis en balance dans notre partenariat avec Najat Vallaud-Belkacem? Non, clairement, cette question du Lyon-Turin n'a pas été évoquée. Et je ne pense pas que c'est là-dessus que se fracturera un accord au soir du premier tour. Nous avons des projets, sensiblement différentes avec le Parti socialiste, sensiblement différentes parce que, vous le savez, on a un parti qui est toujours dans une politique de l'offre. Moi, je considère qu'on doit créer des emplois et qu'il y a d'abord, et que c'est ça qui va nous permettre, c'est relocaliser l'économie qui permet de créer des emplois, qui permet de faire face au marché, au chômage. Et donc, les électeurs vont se prononcer, les électeurs et les électrices vont se prononcer. Et si Najat Vallaud-Belkacem est devant moi au premier tour, eh bien, nous plierons au programme du Parti socialiste, c'est le jeu. Et si nous sommes devant au premier tour, nous travaillerons ensemble pour que ce soit un programme de transition écologique, sociale et de relocalisation économique qui soit porté par l'ensemble des forces de gauche et les écologistes. Et je suis certaine que nous allons trouver un accord au soir du premier tour. D'accord, merci. Merci pour votre réponse. Une question peut-être sur... on a pu parler d'énergie, transport, rénovation. Je pense notamment tout ce qui va être rénovation énergétique, ouverture éventuellement de nouvelles lignes de TER. Ce sont évidemment des projets qui entraîneront des coûts. Ça m'amène à deux questions. Alors je ne sais pas forcément si tout a été calculé. D'abord, une première chose, comment est-ce que toutes ces infrastructures, ces projets pourraient être financés? Est-ce qu'on ferait dans ce cas-là, est-ce que vous feriez appel à l'État? Est-ce qu'il faudrait trouver de nouvelles sources de financement? Et deuxièmement, est-ce que vous savez si votre projet, relativement aux autres projets politiques des autres candidats, coûterait plus cher à la mise en œuvre? Serait plus cher à la mise en œuvre? C'est ça votre question? Oui, en termes de développement davantage d'infrastructures, tout ce qui est rénovation énergétique, par exemple, qui entraîne des coûts conséquents. Écoutez, la question, c'est sur quoi on se base pour analyser et sur quelle durée? Nous, effectivement, on va mettre 3 milliards d'euros d'investissement en plus et on va financer ça par l'emprunt. Alors, vous allez me dire, la dette, vous allez vous endetter. Ben oui, mais l'argent ne coûte rien en ce moment. On peut même emprunter à des taux négatifs. C'est un peu ballot de ne pas le faire, quoi. C'est un peu ballot de ne pas programmer, de ne pas anticiper, de ne pas se préparer à l'avenir. Donc, investissons, faisons-le maintenant. Et donc ça, c'est un premier point. Il faut investir massivement aujourd'hui dans la transition écologique parce que l'argent ne coûte pas cher et parce que, regardez, on va prendre des choses très basiques. Aujourd'hui, la région a une capacité de désendettement de moins de 3 ans. Qui, parmi vos parents, parce que vous n'êtes pas encore confrontés de ça, a la moyenne de se payer une maison en 3 ans? Tout le monde rembourse sa maison en 15 ans, en 20 ans. Bon, c'est un peu ballot. Quand on a suffisamment d'argent pour investir, on investit sur la durée, on planifie, on organise cette planification. Et tout ça, ça fait travailler des gens localement, etc. Deuxième chose, vous me dites ça va coûter cher, mais si on développe, je crois qu'il faut voir les choses comme un système. On développe le transport ferroviaire, on a moins de voitures, on a moins de routes à entretenir.
on a moins de gaz à effet de serre. Donc, on s'adapte au dérèglement climatique, on améliore notre qualité de vie, on réduit les difficultés qu'on va pouvoir, auxquelles il va falloir faire face liées à la réduction des ressources en eau. On a moins de phénomènes climatiques extrêmement importants qu'on est obligé de compenser, genre 200 millions d'euros l'an dernier donnés aux agriculteurs à cause des phénomènes climatiques exceptionnels. Donc, qu'est-ce qu'on analyse? Est-ce qu'on analyse ça à court terme ou est-ce qu'on analyse ça sur le long terme? Et comment on analyse aussi les effets de notre politique? C'est ça qu'il faut voir, si vous voulez. Et je crois que, par exemple, on dit on va investir sur le transport ferroviaire. OK, ça va coûter plus cher en fonctionnement, mais on va mettre plus de gens dans les trains. Donc, comme on aura mieux rempli les trains, eh bien, le coût du voyageur transporté au kilomètre parcouru, il sera plus faible. Ça dépend de comment vous analysez les choses. Donc, on ne peut pas regarder toujours avec le même spectre et sur une façon de penser qui a généré les problèmes qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il faut regarder avec un autre viseur et avec une vue multicritère et sur le long terme. Merci. Pour revenir, comme on parlait de politique juste avant, pour terminer là-dessus, vous avez donc dit qu'il est probable que vous fassiez une alliance avec Najat Vallaud-Belkacem pour le second tour. Les sondages valent ce qu'ils valent et c'est une photo à l'instant T. Et ce qui compte, c'est la dynamique de la campagne. Mais il n'empêche que pour l'instant, Laurent Wauquiez redevenait vainqueur assez facilement, aisément. Et donc, j'aurais aimé savoir si pour vous, une alliance avec Bruno Bonnell est complètement à exclure. On lui posera la question aussi quand on aura l'occasion de lui parler. Et est-ce que du coup, vous mettez un signe égal entre En Marche et les Républicains? Bon, plusieurs choses. D'abord, c'est la moindre des choses que Laurent Wauquiez soit donné favori. Parce qu'avec tout l'argent, tout votre argent qu'il consacre à sa communication personnelle, c'est la moindre des choses qu'il soit donné favori. Parce que cet homme n'est pas franchement mauvais, mais plutôt malin en termes de politique. Et je peux vous dire que de l'argent public pour sa communication personnelle, il en dépense et sacrément. Tout ça est totalement diffus, incontrôlable parce que réparti dans toutes les politiques publiques, mais les petits panneaux bleus, vous savez, on l'appelle le seigneur des panneaux, Laurent Wauquiez. C'est colossal le budget. Moi, si je suis présidente de région au mois de juillet, je commanderais quand même un rapport de la Cour des comptes sur les communications de Laurent Wauquiez. Bon, bref, ceci à part, ça c'est un premier élément. Deuxième élément sur les sondages. Oui, les données favoris, mais comme toujours. Et les écologistes, comme toujours, sont donnés en dessous des prévisions. Grégory Doucet était à 15 points de moins que ce qu'il a fait. C'était pareil chez Éric Piolle. Nous, à la ville d'Annecy, personne ne disait qu'on allait gagner. Donc, de toute façon, dans les sondages sur les derniers scrutins, les écolos étaient toujours entre 7 et 15 points en dessous des sondages. Donc, je pense qu'on en a sous la pédale. Concernant le projet de Bruno Bonnell, ce n'est pas du tout le même que le nôtre. Et là, vous allez nous demander un grand écart. Enfin, vous ne me demandez pas, mais en tout cas, moi, je vous le dis, l'écart est trop important sur les projets. On est dans une droite ultralibérale qui est toujours dans une logique de croissance. Allez, un petit peu de croissance verte parce qu'il faut bien dire les choses, mais au fond, on ne change pas. Or, le projet que nous portons, c'est un projet qui s'attaque à la racine des choses. Nous traitons le problème à la racine. Et en fait, le projet de Bruno Bonnell, c'est de faire de la croissance, toujours plus de croissance, et de raisonner dans cette optique-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas notre projet. Voilà. Nous voulons une économie prospère, mais nous voulons faire croître des activités intenses en emploi, intenses en lien social et faibles en matière, et faibles en carbone. Ce n'est pas le projet de Bruno Bonnell. Merci beaucoup, Madame Grébert. Je peux vous laisser dire un petit mot de la fin avant qu'on conclue, si vous avez quelque chose à dire à tous nos participants qui vous regardent ce soir.
Je reviens juste, je vois une question dans le chat, là, si vous permettez. La mise en place des RER interurbains sur de longue distance a-t-elle déjà été faite? Est-ce que la région dispose de tous les leviers pour lancer ces projets? Alors aujourd'hui, très clairement, hein, on est dans de la politique politicienne à ce niveau-là. Vous avez la métropole de Lyon qui est prête, à travers le Citral, à investir 1,2 milliard d'euros d'investissement sur les infrastructures, mais sur de l'exploitation qui est liée au domaine de compétences de la région, c'est-à-dire les TER. Et Laurent Wauquiez bloque les projets. Pour des questions politiciennes, il retarde, il redemande des études, il ne fait pas avancer, il ne veut pas. Il ne veut pas faire ce cadeau-là. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir une région et une métropole et des grandes villes coordonnées, parce que sinon rien n'avancera et ce sera au détriment de l'intérêt général. Donc je voulais quand même redonner ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, d'abord de vous remercier pour votre invitation, et j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger et à partager avec vous. Inviter, et bon, alors vous êtes des étudiants de Sciences Po, alors j'imagine que vous allez aller voter, mais je sais aussi, parce que quand je tiens des bureaux de vote, je suis toujours catastrophée en regardant à 16h ou 17h dans les registres et de voir les classes d'âge de gens qui viennent voter, ce n'est pas les jeunes qui viennent voter. Dites à vos collègues et amis d'aller voter, que c'est important, parce que la question de la jeunesse est au cœur des politiques publiques, la question de l'enseignement supérieur est au cœur des politiques régionales. Aussi, on n'en a pas suffisamment parlé, on n'en a pas beaucoup parlé dans cet échange, mais je crois fondamentalement au développement d'universités régionales, d'une recherche qui accompagne la transition écologique. Et pour tous ces sujets-là, je pense que c'est fondamental que vous alliez voter, c'est fondamental que vous vous intéressiez à la question de la région et de ses politiques publiques et ne pas considérer cette élection comme une élection intermédiaire, mais bien comme un choix de vie, un choix d'une qualité de vie qu'on peut porter dans ce petit pays de 8 millions d'habitants et qui peut permettre d'expérimenter ce qu'on pourrait faire plus tard à l'échelle d'un pays. Voilà. Je me permets de vous couper. Il y a aussi Paul qui nous demande à l'instant dans le chat comment s'engager malgré l'épidémie, s'il souhaite s'engager pour votre campagne. Eh bien, avec grand plaisir, Paul. Il faut aller sur le site appel-aura-écologie.fr pour signer notre appel et puis s'engager. Et puis, si d'aventure on ne vous répond pas, fabienne.grebert, gmail.com. On sera ravis de vous accueillir. Et sinon, on est en face du Ninkasi à la Pardieu, 59 boulevard Vivier-Merle. Si vous avez envie de passer voir notre équipe, ils ont tous moins de 30 ans, ils sont tous jeunes. On pourra aller boire une bière au Ninkasi en face. Voilà. Maintenant que c'est réouvert et que les terrasses sont ouvertes. Je vous remercie pour vos réponses et pour votre intervention pour Place au débat ce soir, Madame Grébert. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je pense que c'est partagé par nos participants. Notre débat, conversation sera rediffusé sur YouTube pour tous les participants qui n'ont pas pu venir ce soir. Avant de vous remercier une dernière fois, je vais faire un petit point de calendrier pour rappeler à nos participants que le cycle de conférences pour les élections régionales continue. Vendredi, nous recevrons Najat Vallaud-Belkacem à 18h. La semaine prochaine, le 31 lundi, nous recevrons Andrea Cotarac pour le Rassemblement national et Bruno Bonnel le 3 juin. Voilà, vous pouvez aller sur notre site internet placeaudébat.fr pour vous inscrire si vous le souhaitez. Encore une fois, merci Madame Grébert. Bonne soirée à vous. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.